Le 11 mars 1998, un homme rend péniblement son dernier souffle à son domicile de Sougy, dans le Loiret. Ses dernières semaines de vie se sont résumées à une lente agonie entre atteintes neurologiques, cardiaques, vomissements et violentes douleurs abdominales. Lorsqu'elle découvre que son époux a perdu son combat contre la maladie, sa femme s'effondre. Ce genre de scène, aussi pénible soit-elle, n'est malheureusement pas rare. Tous les jours, des milliers de personnes s'éteignent, que ce soit à cause de la vieillesse, de la maladie et bien d'autres choses. Ce qui est plus rare en revanche, c'est que le malade en question est un militaire de 39 ans, décrit par tous comme une vraie force de la nature, et qu'il décède d'une façon aussi brutale qu'inexpliquée. C'est cet étonnement qui va faire naître un doute dans l'esprit de certaines personnes. Un doute minuscule, mais qui finira par révéler le pire des secrets. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle enquête criminelle qui se passe en France et vous allez devoir vous méfier des apparences. Mais juste avant, si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup et je vous remercie vraiment pour ça. Jean-Paul Zawadzki est un major de l'armée de l'air française. Il opère en tant que mécanicien de bord sur Transal, un avion conçu pour le transport tactique de troupes et de matériel. En résumé, c'est lui qui est responsable de la maintenance et de la sécurité de l'appareil pendant les missions. Une tâche dont il s'acquitte avec passion et dévouement depuis déjà un certain temps. C'est sur la base aérienne de Brissy, près d'Orléans, qu'il bâtit sa carrière et qu'il réalise tous les jours son rêve d'enfant. Heureusement que tout le monde ne réalise pas son rêve d'ailleurs. Parce que je voulais devenir pilote d'avion aussi, mais kamikaze. Comment vous dire? Ouais, il n'y avait pas la lumière à tous les étages. Ouais, on n'est pas tous des futurs prix Nobel, hein. Fils d'une famille d'immigrés polonais, Jean-Paul n'avait en effet toujours eu qu'une seule idée en tête. Intégrer un jour la prestigieuse armée de l'air. Il n'est donc pas peu fier d'avoir réussi à atteindre son but. C'est aussi un ami fiable et fidèle, dont les qualités sont appréciées par tous ceux qu'il côtoie. Côté vie personnelle, il est marié depuis 18 ans à Nicole, une fille d'agriculteur originaire de la région. Lorsqu'il rencontre cette petite brune en discothèque, quasiment 20 ans plus tôt, tous deux sont encore très jeunes. Pourtant, le coup de foudre est immédiat. Il va d'ailleurs durer dans le temps puisque une petite fille naît de leur union en 1988. Les jeunes mariés s'installent à quelques kilomètres de la base aérienne où travaille Jean-Paul, dans une jolie petite maison où ils se voient déjà passer leurs vieux jours ensemble. Malgré les longues missions qui obligent le militaire à s'absenter assez souvent, en apparence, le couple Zawadzki a l'air comblé sur tous les plans. Mais sur cette chaîne, on se méfie des apparences. En tout cas, pour le moment, tout va pour le mieux pour la petite famille, jusqu'à ce jour de février 1998, où le major Zawadzki rentre de sa dernière mission en Afrique. Alors qu'il vient à peine de mettre le pied chez lui pour profiter de quelques semaines de repos bien méritées, sa santé commence en effet à se dégrader sans raison. Au départ, ce n'est qu'une simple toux un peu persistante qu'il essaie de faire passer en prenant du sirop. Seulement, au lieu de s'arranger, son état empire. Ce qui est déjà un peu plus inquiétant et qui pousse sa femme, Nicole, à faire appel à leur médecin de famille. Un certain Michel Trouillard-Perrault. Mais là encore, la situation se complique. Malgré les soins du praticien, il se sent de plus en plus mal. Ni lui, ni sa femme, et encore moins le médecin qui les suit depuis des années, ne comprennent pourquoi le traitement ne fait pas effet sur ce qu'il ne semblait être au départ qu'une sorte de bronchite. Jean-Paul commence même à se demander s'il n'aurait pas attrapé un virus lors de son séjour au Gabon. Il pourrait demander au médecin militaire de la base de se pencher sur son cas, mais pour lui, c'est tout simplement inenvisageable. L'armée plaisante pas avec la santé, et si ses supérieurs apprennent la vérité, il pourrait être interdit de vol lors d'une prochaine mission. Alors qu'en soi, il en est sûr. C'est juste un vilain microbe dont il va bien finir par se débarrasser. Pas besoin d'alerter tout le monde pour ça. Et encore moins de risquer d'être cloué au sol pour les prochains mois. Ce sera donc à Michel Trouillard-Perrault, le médecin de famille, de gérer la situation. Nicole et Jean-Paul ont d'ailleurs toute confiance en cet homme qui jouit d'une excellente réputation dans le coin et qui est connu de tous comme un genre de super-héros du quotidien. Mais dans le cas du major, décidément, aucun des traitements, cachés ou injections, ne fonctionne. C'est même tout l'inverse. Plus les jours passent, plus cet homme a la santé de fer, se sent épuisé et faible, comme si son corps le lâchait petit à petit, et d'une façon totalement incompréhensible. Il est si mal en point
qu'il n'arrive presque plus à se déplacer. Et comme si ça ne suffisait pas, ses yeux commencent eux aussi à le faire souffrir. Il s'injecte de sang, ce qui l'oblige à porter en permanence des lunettes de soleil. Le médecin ne parvient pas encore à poser de diagnostic sur ce fameux virus africain. Mais en tout cas, une chose est sûre, on est très loin de la petite bronchite hivernale. D'ailleurs, ça serait peut-être bien de penser à prendre un deuxième avis médical ou tout simplement foncer à l'hôpital, non? Enfin, moi je dis ça, mais... Oui, sauf que le major Zawadzki n'en aura pas le temps. Il meurt chez lui 3 jours plus tard, dans son lit, complètement seul. Sa femme, Nicole, qui s'était absentée pour aller manger à l'extérieur avec leur fille, découvre son corps sans vie à son retour. Jean-Paul Zawadzki s'éteint alors qu'il n'a pas 40 ans. Et sans que le médecin n'ait jamais pu identifier cette mystérieuse maladie qu'il a emportée en moins d'1 mois. Sur le certificat de décès, Michel Trouillard-Perrault indique seulement que le militaire est décédé de cause naturelle. L'enterrement du major est organisé en grande pompe à la base aérienne, en présence de tout le corps militaire réuni, afin de lui rendre un dernier hommage. Mais dans les rangs, en silence, certains s'interrogent. L'homme qu'ils mettent en terre était doté d'une santé de fer. Jeune, sportif, à l'hygiène de vie quasiment irréprochable, on le décrivait même souvent comme une montagne de muscles. Alors, qu'est-ce qui a bien pu l'emporter aussi brutalement? D'autant plus que, dans le cadre de leur mission à l'étranger, les militaires font l'objet d'un suivi médical extrêmement rigoureux. Donc s'il n'y en a aucun qui a mangé une chauve-souris ou du pangolin, normalement ça va. Et jusqu'à ce jour, Jean-Paul Zawadzki n'avait jamais eu le moindre problème. Il n'y a que lorsqu'il s'est retrouvé en repos chez lui auprès de sa femme et de sa petite fille qu'il a commencé à ressentir tous ces symptômes étranges et violents. Et parlons-en de son épouse, justement, car celle-ci fait beaucoup parler d'elle le jour des funérailles. Plusieurs personnes présentes lors de la cérémonie trouvent qu'elle surjoue son rôle de veuve éplorée. Quand elle s'effondre devant le cercueil, ce n'est pas au sens figuré. Elle s'écroule littéralement par terre en pleurant à chaudes larmes durant plusieurs heures. Au premier abord, on peut tout à fait comprendre son immense tristesse. L'amour de sa vie vient de décéder prématurément, les laissant elle et leur fillette dans le désarroi le plus total. Mais selon les dires de plusieurs personnes ce jour-là, Nicole se comporte comme une actrice sur une scène de théâtre. C'est tellement flagrant qu'elle va finir par éveiller quelques soupçons autour d'elle. Pourquoi en rajouter des tonnes, si ce n'est pour s'assurer qu'on ne remette jamais en doute la sincérité de ses sentiments? Au lieu de ça, cette attitude maladroite va justement jouer en sa défaveur. D'autant plus que dès le lendemain de l'enterrement, Nicole va tout à coup afficher une mine radieuse. Ses suspicions vont être le déclencheur d'une série d'investigations aux résultats inattendus. L'une des premières personnes à ne pas comprendre la mort tragique du major Zawadzki se nomme Gérard Ponce. C'est le colonel qui commande la base aérienne de Brissy. Pour lui, quelque chose ne tourne pas rond dans le décès du militaire. Il n'arrive pas à s'expliquer ce qui a bien pu se passer en l'espace de quelques semaines. À juste titre d'ailleurs, car le rapport écrit de la main de Michel Trouillard-Perrault, le médecin de famille, ne fournit aucune explication à ce sujet. Mort de cause naturelle, ça veut à la fois tout et rien dire. Le colonel décide alors de mener sa petite enquête de son côté. Il ne vise personne en particulier, mais il doit trouver les réponses à ces questions, en restant discret de préférence. Il choisit d'abord de recueillir quelques informations au sujet du médecin qui a soigné Jean-Paul. Sans la moindre arrière-pensée, le colonel Ponce cherche simplement à savoir si ce fameux docteur n'aurait pas tout simplement pu se tromper lors de son diagnostic. Est-ce un praticien compétent et de confiance? La réponse est oui. 100 fois oui même. En effet, Michel Trouillard-Perrault jouit d'une excellente réputation dans la région. Attentionné, appliqué, sérieux et toujours disponible. On ne tarit clairement pas d'éloges au sujet de ce médecin de campagne, dévoué, qui exerce depuis une 20aine d'années. Il est en plus médecin volontaire chez les pompiers. Et là aussi, c'est quelqu'un de très apprécié tant pour ses qualités humaines que professionnelles. Un parcours qui flirte donc avec la perfection, sans le moindre faux pas à l'horizon. Bon, difficile de croire que ce praticien d'expérience ait pu commettre une erreur de jugement dans le cas de Jean-Paul. Sauf qu'en continuant à creuser et à interroger les voisins du couple, le colonel apprend une nouvelle qu'il ne soupçonnait pas. Nicole avait l'habitude de recevoir de la visite lorsque son mari s'absentait pour ses missions. Mais pas n'importe laquelle. Selon un bon nombre de témoins, la femme du militaire avait un amant. On ne compte plus le nombre de fois où l'on a vu cette petite voiture se garer devant la maison des Zawadzki en l'absence de Jean-Paul.
et y rester des heures durant. Pour la discrétion, on repassera, même si, visiblement, ils en avaient rien à carrer. Bon, d'accord, mais ça pouvait très bien être une amie de Nicole, une tante ou une cousine. Sauf que les témoins et voisins reconnaissent formellement le véhicule du médecin de famille, Michel Trouillard-Perrault. En plus, ce dernier prend bien soin de lui rendre visite quand le mari n'est pas là, les bras souvent chargés d'un bouquet de fleurs. A priori, ces visites ne datent pas d'hier. Ça fait des années que le bon docteur voit Nicole dans le dos de son mari. Tellement longtemps en fait qu'au moment où le colonel Ponce mène l'enquête, il ne s'agit même pas d'une rumeur. C'est un fait. C'est juste comme ça. Jean-Paul Zawadzki était apparemment le seul à ne pas être au courant. Le colonel n'en croit pas ses oreilles. La femme de Jean-Paul, Nicole, aurait donc une liaison avec leur médecin, celui-là même qui a soigné et signé l'acte de décès du militaire. Cette histoire commence à ressembler d'un peu trop près à un drame passionnel. Mais si encore il n'y avait que ça, 15 jours après le décès de son mari, Nicole Zawadzki parade dans les rues de Sougy au volant d'une BMW flambant neuve. Et oui, ça se prononce BMW, parce qu'en allemand on dit Bayerische Motorenwerke. Bon, maintenant que vous avez appris quelque chose et que j'ai saccagé vos oreilles, on peut reprendre. Dans le même temps, Nicole change l'intégralité de son mobilier et fait aussi appel à un paysagiste qui repense absolument tout l'aménagement de son jardin, comme si elle venait tout à coup de gagner au loto. D'ailleurs, la pauvre veuve en larmes qui a fait son spectacle le jour de l'enterrement a laissé place à une jeune femme qui semble nager dans le bonheur. Et seulement 2 semaines après le décès de son mari adoré, ça fait jaser dans le village. Mais c'est pas tout. Elle prend l'initiative d'appeler la base aérienne pour implorer le colonel Ponce de lui fournir un travail. Selon elle, les collègues de Jean-Paul sont un peu comme sa deuxième famille. Et c'est pour ça qu'elle tient à tout prix à garder un lien constant avec eux. En guise de CV, elle indique avoir travaillé en tant que secrétaire et donne même le nom de l'entreprise. Sauf que, renseignement pris, la veuve n'a jamais été employée à l'endroit indiqué. Ce mensonge lui vaut un retour négatif de la part du colonel, qui a la surprise d'être relancé un peu plus tard. Cette fois-ci, c'est l'amant de Nicole, Michel, qui demande comme une faveur à ce que la jeune femme ne soit pas abandonnée par l'armée et qu'on lui confie un poste. D'après le médecin, elle est tellement abattue par le chagrin qu'elle a cessé de s'alimenter, se laissant mourir à petit feu. Le seul moyen de lui sauver la vie serait de lui accorder une place à la base aérienne. Ces supplications pourraient bien toucher le colonel en plein cœur, s'il n'avait pas déjà eu confirmation que la pauvre veuve en question est en parfaite santé, tant sur le plan physique que mental. Elle a visiblement tout ce qu'il faut pour subvenir à ses besoins. Et grâce à la présence de ce cher médecin, il est aussi clair qu'elle est loin de manquer d'affection. En somme, elle n'a rien d'une femme dévastée par le chagrin. C'est plutôt une très bonne menteuse. Finalement, le colonel Ponce est de moins en moins sûr que Jean-Paul Zawadzki soit effectivement mort de cause naturelle. Le comportement de la veuve était déjà assez étrange. Mais à présent, le mystère autour du décès extrêmement brutal du major, ainsi que la présence d'un amant dans l'équation, le convainquent d'aller toucher 2 mots de tout ça à un ami gendarme. Ce dernier conseille alors au gradé de se rapprocher de la brigade de recherche du Loiret. Il va sans dire que l'autorité du militaire parle pour lui lorsqu'il expose ses soupçons aux forces de l'ordre. C'est pourquoi, bien que le dossier ne repose presque que sur des rumeurs ou des soupçons, l'enquête sur la mort du major Zawadzki est officiellement ouverte le 4 mai 1998. C'est justement afin de vérifier la véracité de ces rumeurs que les gendarmes commencent par s'intéresser aux derniers faits et gestes de Nicole. Pour ça, ils se déplacent jusque chez le concessionnaire de sa toute nouvelle BMW. Ils veulent en savoir plus au sujet de ce véhicule, qui a fait tant parler dans le village. Ils apprennent ainsi que la veuve a acheté la voiture comptant, pour une somme de 120 000 francs, ce qui équivaut à 18 000 € environ. Cette transaction a été effectuée moins d'1 mois après la mort de son mari. Chacun a beau dépenser son argent comme il le souhaite, les gendarmes comprennent aisément que ce timing puisse choquer, et même paraître indécent aux yeux de certaines personnes. Mais ce qui les interpelle un peu plus, c'est que Nicole ne travaille pas. Et à l'époque comme aujourd'hui, l'argent n'a jamais poussé sur les arbres. C'est tout à fait logiquement que les gendarmes cherchent donc à savoir si Jean-Paul n'avait pas, à tout hasard, contracté une assurance vie avant son décès. Oui, parce qu'après ça aurait été difficile et je vais pas laisser durer le suspense plus longtemps, c'est effectivement le cas. Il avait signé non pas 1, mais 2 contrats d'assurance.
dont la somme totale frôlait le million de francs. L'assureur, touché par la situation dramatique de la veuve et de la petite fille du couple, avait d'ailleurs reversé très rapidement cet argent. La moitié de cette somme, donc 500 000 francs, a d'abord été utilisée pour couvrir une dette liée à la maison. Ces retards de paiement étaient tels qu'au mois de février, au moment où Jean-Paul est tombé malade, la famille était menacée d'expulsion. Cet arriéré payé, Nicole avait encore une très belle enveloppe pour s'acheter sa voiture de luxe et refaire son intérieur à loisir. Avec la mort de son mari, la mère de famille pouvait enfin éponger ses dettes et s'assurer de conserver son logement, tout en se permettant quelques folies. Vous l'aurez compris, elle avait donc un sérieux mobile pour assassiner son mari. L'appât du gain. Mais il y a de fortes chances pour que sa liaison supposée avec le docteur Trouillard-Perrault ait aussi largement pesé dans la balance. C'est en tout cas l'intime conviction des gendarmes. Seulement voilà, à présent, va falloir le prouver. La téléphonie de Nicole Zawadzki va être déterminante dans ce cas. En effet, lorsqu'il récupère le numéro de téléphone de la veuve auprès des pompes funèbres, les gendarmes découvrent tout d'abord que le portable est enregistré au nom de Michel Trouillard-Perrault. Mais c'est bien la mère de famille qui l'utilisait au quotidien. En soi, ça met déjà en évidence le fait que la femme de Jean-Paul était proche du médecin de famille. Mais en plus de ça, il s'avère que tous les deux étaient en communication téléphonique permanente, de jour comme de nuit. Rien qu'au mois de mars, Nicole Zawadzki a appelé le médecin 373 fois. J'ai fait le calcul pour vous, et notamment pour les 2-3 du fond, ça nous fait une moyenne de 12 appels par jour. Personnellement, si j'appelais mon médecin 12 fois par jour pendant un mois, j'aurais vite une petite plainte pour harcèlement dans la boîte aux lettres ou une camisole autour de moi. Mais évidemment, dans le cas d'une liaison entre l'épouse Zawadzki et le docteur Trouillard-Perrault, les choses deviennent très différentes. Les gendarmes notent aussi que leur dernière communication téléphonique est datée du 11 mars. C'était 1 heure pile avant que le major ne rende son dernier souffle. Au mois de juin, après avoir étudié entièrement le dossier, le juge d'instruction estime que la mort du major est suffisamment suspecte pour que son corps soit exhumé en vue d'une autopsie. Cette décision va conduire à une scène totalement improbable au cimetière de Châteauneuf-sur-Cher. Alors que les gendarmes commencent à procéder à l'exhumation, une femme se présente devant le portail du cimetière, des fleurs à la main, indiquant qu'elle est ici pour se recueillir sur l'une des tombes. Sauf que cette tombe en question est justement celle de Jean-Paul. Et cette femme, c'est Nicole Zawadzki. Jusque-là, vous allez me dire que tout va bien. Mais ce serait oublier un peu trop vite que la veuve du militaire est soupçonnée de meurtre dans cette affaire. Et face au petit manège des ouvriers du cimetière en train de dégager la dalle en pierre recouvrant le cercueil de son défunt mari, elle comprend en un quart de seconde qu'elle est suspectée. Même si on ne travaille pas dans la police, tout cet arsenal ne laisse généralement que peu de place au doute. Quand on exhume un corps en présence d'un officier de police judiciaire, c'est souvent pour réaliser une autopsie, hein. On cherche pas des figurants pour The Walking Dead. Bon, en gros, Madame Zawadzki réalise qu'elle est dans la mouise. Et si elle est bien coupable et pas trop stupide, elle va prendre ses jambes à son cou et changer très vite de pays. Évidemment, les gendarmes ont parfaitement connaissance de ce que cette situation imprévue implique. Ils n'ont dès lors plus d'autre choix et place immédiatement la veuve en garde à vue. Ainsi, elle ne risque ni de disparaître dans la nature, ni de cacher des preuves ou d'informer un éventuel complice ou amant. Après avoir régurgité son déjeuner sur les chaussures de l'un des gendarmes, à cause de ce petit coup de stress, elle est donc conduite à la gendarmerie d'Orléans, tandis que les opérations d'exhumation reprennent. C'est certain, l'enquête se retrouve un peu bousculée par cet imprévu. Il faut maintenant interroger Nicole, mais aussi Michel, le médecin, en même temps que l'autopsie qui a lieu à l'Institut médico-légal de Paris. Les interrogatoires des 2 suspects ont lieu dans 2 pièces séparées, sans que ni l'un ni l'autre n'en soient informés. L'inverse aurait été particulièrement très con, on est d'accord. Pour commencer, on demande simplement au médecin de famille d'expliquer son diagnostic, de préciser quels médicaments ont été administrés à Jean-Paul, ou bien encore quelles observations l'ont mené à conclure à une mort naturelle. En bref, on cherche à retracer tout le suivi médical du major depuis son retour du Gabon jusqu'à son décès. Et visiblement, cette audition met le praticien très mal à l'aise. Il gesticule sur sa chaise et répond nerveusement, le regard fuyant. Les gendarmes sentent bien qu'il en a gros sur la conscience et qu'il leur suffirait de pas grand-chose pour le pousser à livrer le secret qui le ronge. Mais dans le bureau d'à côté, l'ambiance est bien différente. La veuve nie catégoriquement la liaison amoureuse avec son médecin de famille.
et encore plus avoir la moindre implication dans la mort de son mari adoré. Contrairement au docteur, elle est extrêmement calme et répond sans hésiter. Sur la question de la relation extra-conjugale, le son de cloche est le même des deux côtés. Les suspects affirment haut et clair n'être rien de plus que des amis, des confidents tout au plus. Pourtant, l'enquête pointe bel et bien dans cette direction. Les appels, les fleurs, les témoignages des voisins, les visites systématiques du médecin en l'absence du militaire, les gendarmes sont pas nés de la dernière pluie. Et ils sont certains que quelqu'un finira par craquer tôt ou tard. Plutôt que de révéler au duo qu'ils ne croient pas à leur beau discours, ils s'arment de patience, sélectionnant avec soin les questions suivantes pour pousser l'un ou l'autre à commettre une erreur. D'ailleurs, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il se pourrait bien que Nicole soit la première à commettre ce faux pas. Tandis que Michel entre dans les détails du décès de Jean-Paul, mort selon lui asphyxié à la suite d'un malaise, la veuve est interrogée sur la journée fatidique du 11 mars. Plutôt à l'aise, elle entame le récit de la dernière journée de vie de son mari en déclarant que ce matin-là, celui-ci s'est réveillé en meilleure forme que d'habitude. En fait, il était en parfaite santé et avait très bon appétit puisqu'il a avalé un énorme petit déjeuner. Sauf que ce détail semble un peu contradictoire aux enquêteurs. Jean-Paul aurait été au plus mal pendant des semaines, puis tout à coup, il se réveille en pleine forme un beau matin, prend un bon repas et meurt tragiquement quelques heures plus tard. Ça paraît invraisemblable. Tout comme le reste de l'audition, cette information est communiquée au juge d'instruction qui assiste à l'autopsie du corps à Paris. L'expertise vient justement de se terminer. Et le médecin légiste est formel sur ce point. Le contenu gastrique du major est vide. Ça veut dire qu'il n'a strictement rien ingéré de la journée. Mais l'expert va encore plus loin. En disséquant une partie très précise du cerveau du militaire, il parvient à déterminer sans le moindre doute qu'il se trouvait dans le coma au moment où, selon sa femme, il était censé manger copieusement. Ce constat indique non seulement que Nicole Zawadzki a menti, mais aussi que le médecin, Michel Trouillard-Perrault, a cruellement manqué à son devoir. Ben oui, parce qu'au vu de l'état plus qu'alarmant de son patient, il aurait en effet dû alerter le SAMU au plus vite pour le faire hospitaliser. Or, le fait est qu'il l'a laissé mourir. À la gendarmerie d'Orléans, les enquêteurs sont tout de suite informés de cet incroyable rebondissement qui donne une toute nouvelle tournure aux interrogatoires. Ils savent à présent pourquoi le médecin de campagne tant respecté est légèrement en sueur depuis le début de son audition. On lui explique que l'autopsie de Jean-Paul vient d'avoir lieu et que les résultats des examens toxicologiques vont suivre sous très peu de temps. Ce à quoi il réagit immédiatement. Il sait mieux que personne que la science va parler quoi qu'il arrive. Alors, au pied du mur, il s'effondre. Jean-Paul Zawadzki n'est pas décédé de cause naturelle, ni d'un virus inconnu d'ailleurs. C'est lui qui l'a tué. Le meurtre en lui-même n'a pas eu lieu le 11 mars, mais il s'est déroulé sur plusieurs semaines pendant lesquelles Michel empoisonnait méthodiquement celui qu'il disait vouloir soigner. D'ailleurs, comme tout le monde le pressentait déjà, le militaire était en pleine santé à son retour de mission. S'il est soi-disant tombé malade, c'est parce que l'empoisonnement a commencé au moment où il a pris le fameux sirop pour calmer sa toux passagère. Puis, jour après jour, semaine après semaine, le médecin de famille a commencé à lui administrer des cocktails médicamenteux mortels. En toute confiance, le major ne s'est jamais douté du fait que le docteur qui s'occupait de lui depuis des années déjà tentait de lui ôter la vie. Après cette révélation fracassante, le regard bas. Le médecin de famille ne tente même plus de faire croire qu'il ne s'est rien passé avec Nicole. S'il a ôté la vie à son patient, agissant en pure opposition avec son serment d'Hippocrate, c'est bien par amour. Lorsque le docteur rencontre Nicole 8 ans plus tôt, c'est un homme marié et père de 3 enfants. Nous sommes au début des années 90, une décennie clairement sauvée par ma naissance. Nicole Zawadzki, qui ne se sent pas très bien, compose le numéro du médecin de campagne pour la toute première fois et voudrait qu'il vienne l'ausculter à son domicile de Sougy. C'est donc avant tout une patiente de Michel Trouillard-Perrault. Elle le reçoit seule chez elle car son mari est en mission à l'étranger depuis plusieurs mois, dans le cadre de la guerre du Golfe. Isolée dans son carcan de solitude, la femme du major se sent constamment angoissée et abandonnée et s'en confie au docteur. À partir de là, elle commence à passer de plus en plus de temps en compagnie du médecin qui éprouve une certaine peine pour sa situation et lui prête toujours une oreille attentive. C'est là qu'il apprend à quel point la vie a été dure pour la jeune femme.
Entre le décès de son frère jumeau à 15 ans, celui de son père, puis de sa mère partie trop tôt d'un terrible cancer, Michel est d'abord bouleversé par ce qu'il entend. Alors il se montre de plus en plus présent pour consoler sa patiente. Mais au bout d'un certain temps, leur rendez-vous ne se limite plus à ce genre de soutien émotionnel. Les sentiments s'invitent à la fête et mûrissent jusqu'à ce qu'une véritable passion commence à les consumer. Ils deviennent donc amants dans le secret le plus total. Enfin, c'est sans compter toute la population de Sougy qui remarque très vite les allées et venues du médecin au domicile des Zavatsky. Michel est fou amoureux de sa patiente. Il est d'ailleurs au point de faire une croix sur son mariage et sa vie de famille. Mais ça va encore bien au-delà du simple sentiment d'affection. Sachant ce par quoi est passée sa maîtresse et à quel point elle est fragile, il se fait constamment du souci pour son bien-être. C'est pour cette raison qu'il se précipite chez elle, un jour où elle ne répond pas à son coup de téléphone. Lorsqu'il arrive à son domicile, fou d'inquiétude, il la découvre allongée au sol, prostrée sur elle-même, littéralement en PLS. Visiblement en état de choc, la bien-aimée du médecin refuse d'abord de lui donner la moindre explication quant à la situation. Mais à force d'insistance, il réussit finalement à lui arracher l'horrible vérité. Jean-Paul, son mari, est un homme violent qui la maltraite quotidiennement. Tant qu'à tout lui avouer, elle lui annonce même l'impensable. À l'occasion, quand ce n'est pas lui qui abuse d'elle, son époux l'offre à d'autres militaires lors de soirées sexuelles entièrement filmées. Et tout ça dure depuis plusieurs années. Régulièrement menacée de mort, elle a même failli voir son conjoint mettre ses paroles à exécution il y a peu, lorsqu'il lui a tiré dessus avec une arme à feu. Elle porte encore les traces de ce tir raté, sous un épais pansement qui lui couvre le bras. Heureusement, Michel est mieux placé que personne pour jeter un œil à cette blessure qui pourrait être grave. Mais ça ne se fera pas. Nicole n'y tient pas franchement. De toute façon, elle commence à se résigner à son sort. Elle a déjà entamé une procédure de divorce. Elle est même allée jusqu'à déposer une plainte pour violence conjugale. Malgré ça, rien n'a été entrepris par les forces de l'ordre. Que pourrait-elle faire maintenant? Si ce n'est s'effondrer dans les bras de son amant, auprès de qui elle se sent enfin écoutée. Dès lors, elle va multiplier les appels à n'importe quelle heure de la nuit, pendant les périodes où Jean-Paul est de retour de mission. Terrorisée, souvent en larmes, la femme du militaire passe ainsi de longs mois à appeler le médecin à l'aide. À chaque fois, Michel bondit sur son téléphone et reste des heures à réconforter la femme qu'il aime, passant parfois des nuits blanches à décrocher tous les quarts d'heure et à écouter le récit dramatique des situations atroces vécues par sa maîtresse. C'est un véritable calvaire pour le médecin de campagne, qui n'en dort plus, terrifié à l'idée de perdre Nicole et qui doit pour autant assurer ses tournées en journée. Et quand il n'est pas réveillé par un appel de sa maîtresse, il cogite à 100 à l'heure en se demandant quelle sorte de torture Jean-Paul peut bien lui faire endurer. Le poids qui lui pèse sur les épaules et le moral est inimaginable. Ça devient d'autant plus difficile à supporter lorsque la tante de Nicole, une certaine Julie, se met elle aussi à la contacter par téléphone pour le supplier de venir en aide à sa nièce. En effet, elle est parfaitement au courant des maltraitances que subit la jeune femme aux griffes de son époux. Pour couronner le tout, la petite fille de Nicole et Jean-Paul se met elle aussi à demander de l'aide à Michel. Très proche du médecin qu'elle surnomme affectueusement Toutouille, elle griffonne régulièrement des dessins à son attention, qu'il retrouve sur son bureau le matin, avant d'entamer sa tournée. Sauf que la petite, âgée de seulement 9 ans, ne dessine pas n'importe quoi. Bien souvent, elle représente sa mère malade ou en train de subir des violences. Et presque à chaque fois, elle laisse un petit mot implorant le docteur de sauver sa maman. En résumé, la terre entière prie pour que le médecin de campagne fasse quelque chose pour secourir cette femme en détresse qu'aucune institution ne veut aider. C'est donc ce qu'il va faire. Au mois de février 1998, la décision d'ôter la vie à un homme a beau aller à l'encontre de tous ses principes moraux, c'en est trop pour lui. Il ne supporte plus de laisser celle qu'il aime souffrir entre les mains d'un mari pervers et cruel. L'idée de Michel est de faire une injection massive de chlorure de potassium à Jean-Paul lorsqu'il rentrera de sa prochaine mission. C'est un composé chimique que l'on trouve sous diverses formes et qui est régulièrement utilisé en médecine pour corriger une carence en potassium. À dose normale, il est très bénéfique pour la santé, mais en surdose, il est capable de provoquer un arrêt cardiaque. C'est lors de son retour d'Afrique au mois de février que l'occasion se présente enfin. Le major est pris d'une légère toux. L'excuse parfaite pour lui administrer un médicament. Selon les instructions du médecin,
Nicole part acheter un sirop à la pharmacie. Mais avant de le donner à son mari, elle y mélange plusieurs anxiolytiques et neuroleptiques. Ce cocktail est censé plonger le militaire dans un profond sommeil, ce qui permettra à Michel de venir en toute discrétion pour faire l'injection létale. Choisissez bien votre médecin. Malheureusement pour le couple d'amants, comme on l'a dit plus tôt, Jean-Paul est une véritable force de la nature. Contre toute attente, le sirop ne l'endort pas. La tentative de meurtre est reportée, mais elle rate une seconde fois. Le docteur change alors son fusil d'épaule. Tant pis pour la phase de sommeil. Il empoisonnera directement son patient avec de la digitaline, une substance extraite d'une plante qui, mal dosée, s'avère mortelle. Toujours sous prétexte de soigner cette toux qui ne passe pas, il administre le poison à Jean-Paul le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Le militaire est alors plutôt mal en point. Il souffre de vomissements, de nausées et de troubles visuels qui le forcent à porter des lunettes. Mais là encore, il ne meurt pas. Sa robustesse et son excellente condition physique déjouent tous les pronostics du médecin. Après un appel de Nicole, il retourne une nouvelle fois au chevet de son patient. Officiellement, le but de cette visite est de traiter les yeux du major, qui se sont injectés de sang. Officieusement, c'est pour faire cette fichue injection de chlorure de potassium, censée les débarrasser de ce monstre une bonne fois pour toutes. Pas de chance pour le couple, encore une fois. Le militaire tient bon. Son cœur résiste malgré son état d'affaiblissement général. Bon, qu'à cela ne tienne, le médecin concocte des gélules dont l'absorption devrait cette fois-ci provoquer une bonne crise cardiaque. Mais à son plus grand désarroi, c'est un nouvel échec. C'est sûr, il n'avait certainement pas prévu que sa victime s'accroche à la vie de cette façon. Mais quoi qu'il en soit, il est déjà allé bien trop loin pour reculer. Pendant ce temps, Jean-Paul demande un congé supplémentaire à sa hiérarchie, car il se sent anxieux et fatigué. Malheureusement, il préfère continuer à se faire soigner par un médecin du civil. En revanche, cette fois-ci, il remet franchement en cause le diagnostic de Michel et insiste auprès de sa femme pour être ausculté par quelqu'un d'autre. Durant quelques minutes, c'est la panique dans l'esprit de Nicole. Si un autre médecin prend son mari en charge, leur projet d'assassinat échouera. Pire encore, il pourrait très bien demander des analyses de sang et découvrir qu'il a été empoisonné. Michel et elle se lancent alors dans une mise en scène incroyable. Faire croire à Jean-Paul qu'un confrère a bien pris la suite. Pour ça, rien de bien sorcier. L'amant de Nicole va tout bonnement se déguiser. Un peu à la façon de l'émission Patron Incognito. Sans barbe, grimé des pieds à la tête, caché derrière une grosse paire de lunettes et surtout, volet fermé. Ce nouveau médecin prescrit du magnésium aux militaires qui n'y voient que du feu. Pour ce qui est de la voix, très simple. Le médecin de famille ne prononce pas un mot. D'ailleurs, il dit même pas bonjour. Bon, il s'est sûrement déguisé en médecin parisien. Quant au physique, la chance est de son côté. La vision de Jean-Paul s'est altérée depuis son dernier empoisonnement. À la place du complément, Michel broie et mélange ensemble un antiarythmique ainsi qu'un bêta-bloquant. Deux médicaments qui, associés, sont susceptibles de provoquer un arrêt cardiaque. Le magnésium de Jean-Paul est prêt. Loin de se douter de ce qu'il est réellement en train d'avaler, le major suit la prescription du professionnel à la lettre et reste en vie. Nicole n'en peut plus. À bout, elle rappelle son amant pour l'informer de la mauvaise nouvelle, en se plaignant de la situation et en menaçant de finir par sauter la vie si son mari persiste à s'accrocher à la sienne. Elle ne supporterait pas d'être battue ou violentée une fois de plus. Soit c'est Jean-Paul qui meurt, soit c'est elle. Pour Michel, la seule idée de la perdre est inconcevable. Le 4 mars, il se rend donc de nouveau au domicile des Zavatsky et administre un hypoglycémiant à son patient à la place de son magnésium habituel. Cette fois-ci, le militaire est trop affaibli par les empoisonnements successifs des dernières semaines. Il glisse peu à peu dans le coma. 7 jours plus tard, une piqûre d'insuline scelle définitivement le destin du major. Il décède en début d'après-midi, alors que Nicole et sa fille sont partis manger chez son amant, Michel. Les gendarmes, stupéfaits, ont écouté ce récit horrifiant avec la plus grande attention. Le docteur vient de se livrer pendant plus de 6 heures, comme s'il avait besoin de vider son sac et de libérer sa conscience. Et même s'il explique que c'est son désespoir amoureux qui l'a poussé à l'acte, il n'en reste pas moins qu'il a prémédité et perpétré le meurtre d'un homme. Les enquêteurs sont à présent curieux d'entendre ce que Nicole Zavatsky, très largement impliquée dans les faits par son amant,
à dire à ce sujet. Ils espèrent que cette déclaration à charge la poussera elle aussi aux aveux. Mais contre toute attente, la veuve reste campée sur ses positions. Certes, elle veut bien admettre qu'elle a effectivement une liaison avec son médecin de famille, mais son implication s'arrête là. La vérité, c'est que c'est Michel Trouillard-Perrault qui a pris l'initiative d'assassiner Jean-Paul Zawadzki à son insu, tout simplement pour s'assurer d'être le seul homme dans sa vie. Bon, d'accord. Les gendarmes ont déjà leurs propres convictions, mais face à ces deux témoignages totalement contradictoires, ils vont devoir creuser. L'enquête concernant la personnalité du docteur ayant déjà été menée à bien, il reste donc à savoir quel genre de femme est vraiment Nicole Zawadzki. Car une chose est sûre, l'un des deux ment. La première question à laquelle souhaitaient répondre les enquêteurs est évidente. Le major maltraitait-il sa femme comme elle l'affirme? À en croire l'entourage et les collègues du militaire, rien n'est moins sûr. Le juge d'instruction doute d'ailleurs tellement de cette version qu'il va agir de façon plutôt surprenante. Il va faire saisir les dessins que la fille du couple Zawadzki avait adressés au docteur Trouillard-Perrault. Conformément à ce qu'a déclaré le médecin, on y trouve bien les mots écrits à première vue, par une enfant. On peut y lire des phrases comme « Papa est méchant »,« Maman est malade, peux-tu la sauver ?» Tout ça passe entre les mains d'un expert graphologue. Le but est de s'assurer que la petite était bien témoin des violences infligées à sa mère. Sauf que, voilà, sans prévenir, le couperet tombe. Les dessins et les mots laissés régulièrement sur le bureau du médecin ne viennent pas de la main de la fillette. C'est Nicole Zawadzki qui en est l'auteur. Elle imitait l'écriture et les traits de sa fille pour manipuler son amant, et ce d'une façon assez bluffante. Michel n'a pas songé un seul instant que tous ces dessins pouvaient en réalité provenir de sa maîtresse. Je crois que c'est la première fois que j'entends un truc pareil dans une affaire criminelle. Du reste, c'est loin d'être le seul mensonge que les enquêteurs s'apprêtent à déterrer. En remontant plusieurs années en arrière, ils découvrent en effet que la veuve n'a pas toujours fait bonne impression autour d'elle. Ils parviennent notamment à retrouver le foyer pour personnes âgées dans lequel elle a travaillé en tant que directrice par le passé. À l'époque, elle vient de se marier avec Jean-Paul et est diplômée d'un BEP secrétariat. Retrouvée et interrogée par les gendarmes, ses collègues se souviennent d'une jeune femme à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Au foyer, un beau jour, elle se met soudain à fondre en larmes. Lorsque ses collègues et amis s'inquiètent, elle leur révèle qu'elle est atteinte d'un cancer du sein et qu'elle va devoir suivre une chimiothérapie. Une nouvelle qui la bouleverse, mais qui, surtout, attire toute la sympathie et l'attention de son entourage. La jeune femme finit cependant par se déclarer guérie, grâce au protocole de soins qu'elle a scrupuleusement suivi. Seulement, peu de temps après, c'est au tour de sa mère d'être frappée par la maladie. Elle n'a pas autant de chance que sa fille car elle perd malheureusement son combat et finit par décéder. Puis le père de Nicole, détruit par le chagrin, met fin à ses jours. Après avoir traversé une épreuve incroyablement difficile, la jeune femme perd ses deux parents dans des conditions horribles. Mais le destin n'en a pas fini avec elle. Il frappe encore en emportant son frère policier abattu par la mafia italienne. Vous me direz que ça commence à faire beaucoup. Et même si on dit qu'un malheur n'arrive jamais seul, c'est aussi le sentiment des gendarmes. D'autant que Nicole avait parlé du décès d'un soi-disant frère jumeau âgé de 15 ans à Michel. Et l'adolescent semble avoir été remplacé comme par magie par un policier adulte. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression « être pris pour un con » ? C'est encore plus étrange lorsqu'on apprend de la bouche de ses anciens collègues que contrairement à ce qu'elle affirmait à Jean-Paul, elle n'a jamais été nommée directrice du foyer. Elle y travaillait seulement en tant que secrétaire. Nouvelle surprise en effectuant quelques recherches. On parvient sans trop de mal à entrer en contact avec les parents de Nicole. Pour ça, pas besoin de faire appel à une voyante. Il suffisait d'un bon vieux téléphone, puisque le couple n'était même pas au courant qu'il était censé se trouver 6 pieds sous terre. Finalement, les gendarmes ne mettent pas bien longtemps à comprendre que la veuve du militaire est une véritable mythomane, qui empile les mensonges comme on empile des Legos pour se construire la vie que l'on veut. Parmi tant d'autres histoires, elle aimait aussi raconter qu'elle vivait dans une jolie propriété située dans le département du Cher, entourée de prairies et d'animaux. Parmi ceux-ci, elle possédait un âne, mais ce dernier avait fini décapité par son mari, qui avait placé sa tête ensanglantée dans son lit. On sait tous d'où lui est venue cette inspiration. En tout cas, une chose est sûre, Nicole Zawadzki n'a jamais eu de propriété dans le Cher, et n'a jamais non plus possédé d'âne. Heureusement pour l'âne. C'est la même chanson pour son cancer du sein.
qui n'était qu'une pure invention. Alors, n'aurait-elle pas inventé aussi cette histoire de mari violent? Une personne en particulier pourra peut-être confirmer aux enquêteurs. La tante de Nicole, Julie, qui, si vous vous en souvenez bien, appelait régulièrement Michel pour lui faire part de son inquiétude quant à la sécurité de sa nièce. Mais là aussi, en interrogeant la famille de Nicole, surprise, cette fameuse tante n'a jamais existé. C'était un autre stratagème monté de toutes pièces pour persuader son amant qu'elle était bien victime de violences conjugales. En fait, elle modifiait sa voix au téléphone. Et la seule fois où la fausse tante devait rencontrer le médecin en personne, son mari est tragiquement décédé, la forçant à annuler le rendez-vous. Michel ne la verra donc jamais de ses propres yeux, mais croira dur comme fer à son existence, totalement aveuglé par ses sentiments pour Nicole. En continuant sur ce terrain, les enquêteurs s'intéressent maintenant à la fameuse plainte pour violence conjugale déposée au commissariat et à laquelle la justice n'avait jamais donné de suite. Le résultat ne surprend plus personne désormais. Il n'existe pas la moindre trace d'une telle procédure dans les archives. Le nom de Nicole Zawadzki n'apparaît strictement nulle part. Même rengaine en ce qui concerne la demande de divorce qui aurait été entamée. C'est encore un mensonge. À ce stade, on peut se demander si le médecin a déjà observé des traces de coups ou de blessures sur sa maîtresse, qui pourrait témoigner de ses soi-disant maltraitances. La réponse est non. Elle avait parfois des pansements, c'est tout. Et ça suffisait au médecin de famille qui la croyait sur parole. Même la petite fille de Nicole et Jean-Paul, entendue par les enquêteurs, affirme que sa mère a l'habitude de raconter des mensonges. Et que, bien au contraire de ce qu'affirme la veuve, c'était plutôt elle qui se mettait en colère. De ses propres mots, elle confie que sa maman cassait des assiettes et que son papa pleurait. Jean-Paul était en réalité un bon père, mais aussi, et c'est peut-être le pire, un mari fou amoureux de sa femme et très affectueux, comme en témoignent les nombreuses lettres qu'il envoyait à sa petite femme chérie lorsqu'il était à l'étranger. C'est définitivement très loin de l'image de l'homme ultra-violent, pervers et abusif qu'elle a dressé à son amant au fil des années, et qui ont fini par le convaincre de passer à l'acte. La triste réalité, c'est que Nicole Zawadzki ne s'est jamais trouvée en situation de danger. À l'inverse, elle tirait les ficelles pour parvenir à son but ultime, se débarrasser de Jean-Paul. Mais pour quelle raison? Comme les enquêteurs le pressentaient au départ, il semblerait que le mobile soit celui de l'argent. Le couple était criblé de dettes. Nicole souhaitait changer de vie, mais tant qu'à faire avec un joli pactole de départ. D'après les experts chargés de dessiner la personnalité de la jeune femme, c'est une perverse manipulatrice au trait hystérique qui ne vit qu'en utilisant les autres à ses propres fins. Elle aurait pu se lancer en politique. Et ce n'est pas rien de dire qu'elle est experte dans ce domaine. Elle n'a d'ailleurs jamais eu trop de difficultés à placer et garder son amant sous son emprise, en exacerbant chez lui ce qu'elle avait su déceler dès le départ, à savoir son empathie et sa volonté de venir en aide aux autres. En se faisant passer pour une femme fragile en danger de mort, lentement mais sûrement, elle a avancé chacun de ses pions jusqu'à obtenir exactement ce qu'elle voulait de Michel, son savoir médical au service du crime. À la suite de l'enquête, le couple d'amants qualifié de diabolique par les médias est placé en état d'arrestation, accusé d'empoisonnement avec préméditation. En 2001, la foule se presse aux assises pour assister au procès de Michel Trouillard-Perrault et de Nicole Zawadzki. Tous deux maintiennent leur version toujours aussi opposée. Le médecin de campagne assume tous les faits avec un profond regret, tandis que la veuve nie en bloc tout ce qui lui est reproché. Elle s'enfonce même un peu plus dans ses mensonges, en soutenant devant sa propre mère que la fameuse tante Julie existe, alors que toute sa famille certifie le contraire. Elle assure aussi que Jean-Paul est le seul homme qu'elle a jamais aimé, et qu'elle ignorait tout des projets funestes de Michel. Plus fort encore, la veuve du major déclare à présent que le médecin l'a droguée pour abuser d'elle, car elle se refusait à lui. Il est clair que personne ne croit un traître mot qui sort de sa bouche, surtout après la lecture des lettres enflammées qu'elle écrivait à son amant, et dans lesquelles elle lui déclarait tout son amour. Contrairement à d'autres procès plus complexes, ici les délibérations vont être plutôt rapides. Les verdicts tombent au bout de 3 jours seulement. 25 ans pour la veuve manipulatrice et 20 ans pour Michel, avec une interdiction à vie d'exercer la médecine. Dans son cas, bien qu'il soit celui qui a mis le major Zadavski à mort, le juge a tout de même reconnu le fait qu'il se trouvait sous l'emprise de sa maîtresse. Prêt à assumer les conséquences de ses actes, il accepte sa condamnation, au contraire de Nicole, qui fait aussitôt appel. Elle aurait peut-être mieux fait d'imiter son amant de l'époque, car malheureusement pour elle,
Sa condamnation est alourdie de 3 ans de plus lors de ce second procès. Le jeu des remises de peine ayant depuis fait son œuvre, ils sont tous les deux libres aujourd'hui et vivent leur vie, chacun très loin de l'autre. Franchement, je vous avoue qu'avec du recul, je me sens un peu triste pour Jean-Paul qui a résisté à la mort de façon incroyable. Alors repose en paix. Voici pour cette affaire française. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez Jean-Paul en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. On se dit à très vite. Bye.